Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur La Buvette aujourd'hui pour une interview, l'avant-dernière interview de l'été, et on reçoit au micro Guillaume. Donc bonjour Guillaume, merci d'être là, et est-ce que tu veux bien, te présenter aux auditeurs ? Eh bien, bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et je suis AED dans un lycée. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Très bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, tu es venu sur La Buvette, ça me fait très 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 plaisir de t'avoir et ça me fait très plaisir aussi d'avoir un homme en interview pour cet été. Et tu voulais nous parler donc d'un livre qui t'a très certainement touché ou en tout cas qui t'a marqué et peut-être que tu as envie de partager avec les auditeurs. Oui, tout à fait. Donc moi, le livre que j'aurais choisi, c'est Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1782, donc c'est un très vieux bouquin, mais que j'ai beaucoup aimé lire. Très bien, c'est un roman épistolaire il me semble. Exactement, c'est la particularité du roman et c'est aussi ça parce que bon, c'est quand même du vieux, enfin, on va pas se mentir, c'est quand même une autre époque, donc c'est un français qui est quand même assez parfois dur à lire, mais le fait qu'il soit sous forme de lettres, le roman, ça nous émerge vraiment dans l'histoire, je trouve, et du coup, en fait, au départ, on y fait un peu attention et après, on est dedans et on fait même plus attention au vieux français et ça se lit. Enfin, pour moi, je l'ai lu tout seul, quoi. C'est vrai que le fait que ce soit un roman épistolaire, c'est marrant parce qu'on n'a plus trop l'habitude de lire ça, je trouve. C'est intéressant. Bah, moi, c'est le seul livre, et je sais qu'il y a un livre qui s'appelle, je crois, c'est les lettres portugaises, mais je l'ai jamais lu. Et c'est le seul roman épistolaire que j'ai lu, d'ailleurs, je crois, hein. Je réfléchis, mais oui, c'est le seul. Et donc cet ouvrage, cette œuvre, hein, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as eu envie de nous parler de ça ? C'est une histoire qui parle donc de relations amoureuses, voire plus même sexuelles, à travers ses lettres, et sous un message caché de féminisme vraiment poussé. Peut-être qu'on développera un petit peu plus tout à l'heure, mais dans le sens où dedans il y a un personnage principal qui est la comtesse de Merteuil, qui, comment dire, est une femme forte à cette époque-là. Et franchement, ce personnage m'a vraiment bluffé. Alors, pour spoiler un peu, c'est la méchante de l'histoire en quelque sorte, mais c'est la méchante qu'on aime aimer, vraiment. Et tout ce message féministe, moi, c'est très important pour moi, la cause des femmes, la place de la femme dans l'histoire. Moi, mon personnage préféré de l'histoire, tu vois, c'est la favorite du roi, la marquise de Pompadour, qui, c'est Louis XV qui avait pris tous les mérites, mais c'était elle qui était en fait la reine presque. Et franchement, d'avoir lu ce livre, d'avoir trouvé ce personnage-là de la marquise de Merteuil, qui est une femme qui s'est construite toute seule, qui a défié les codes parce qu'elle était donc libertine. Je spoil du coup. Elle était libertine. Et à cette époque-là, le libertinage pour une femme, bah, c'était moyen, mais elle s'est jamais cachée de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, très libérée, et je trouve que c'est un message très important. Je trouve vraiment chouette déjà ta présentation et ce que tu en as dit. Je pense que ça donnera déjà envie aux personnes de lire ou en tout cas de découvrir ou de redécouvrir cette histoire. Et je trouve aussi trop chouette que tu parles justement de ce côté féministe dont je voulais qu'on parle, donc c'est parfait. Il y a un fort rapport entre les hommes et les femmes dans ce livre-là. Et comme tu l'as dit, ben la méchante entre guillemets de Merteuil là, elle dit à un moment donné: «Je suis née pour venger mon sexe». Oui. Et
voilà, tout le long, elle veut pas se faire dominer par les hommes et c'est d'ailleurs à cause de ça que le pari au début il se lance puisque son amant va se marier avec Cécile, il me semble, hein, qui est plus jeune et du coup elle se sent écrasée et dominée par le choix de son mari. En fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est son amant qui, bah, en fait, il veut se marier avec une vierge et du coup, elle veut pas se faire humilier, donc elle va demander à un autre amant de devoir la dévierger, la dépuceler, pardon. Ouais, en fait, je trouve que pour un livre du XVIIIe siècle, écrit par Delaclos, là, il est militaire de formation. Donc je trouve ça d'autant plus étonnant, bien que ce soit certainement un préjugé et un cliché dans mon esprit, hein. Et d'ailleurs, après ce livre-là, faudra vérifier, mais je sais qu'il a écrit un livre pour les femmes, justement, donc je crois sur la condition des femmes. Ah, ça, je ne savais pas. Moi, je croyais qu'après les liaisons dangereuses, il avait justement plus rien publié, je croyais. Donc, Il a écrit le livre en 1983 qui s'appelle L'éducation des femmes. Et en fait, dedans, il traite la question de l'éducation féminine parce que pour lui, il veut combattre des idées qui sont établies, tu vois. Il lance en fait une espèce de révolution pour libérer la femme qui est réduite par l'homme et qui est réduite selon lui à l'état d'esclave. Et je trouve ça vraiment fou que à cette époque-là, on ait ces messages-là, tu vois, par un homme. par un homme, c'est clair. Et en plus, voilà, j'allais dire déjà par un homme et en plus par un homme de rang militaire, etc. Ce serait intéressant peut-être de lire aussi ce bouquin, bah, pour ceux que ça peut intéresser. Tout à fait. C'est vrai que même moi, je me pencherai dessus parce que je ne savais pas du tout, je n'avais pas connaissance de ce bouquin. Ouais, ça a peut-être pas été celui qui a été le plus, qui a le plus marché. Mais c'est vrai que moi aussi je vais essayer de me le trouver, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de parler particulier sur ce bouquin-là, quelque chose qui t'aurait marqué? Alors, moi, il y a une lettre justement qui m'a particulièrement marqué. Alors, bon, j'espère pas faire trop de spoil si quelqu'un voulait le lire, tu vois, mais bon, c'est vrai que c'est la lettre et j'ai même retenu le numéro de la lettre pour vous dire à quel point, et si je dis pas de bêtises, c'est la lettre 81. Et en fait, dans cette lettre, c'est la marquise de Merteuil qui s'autobiographie et qui raconte tout son parcours, comment elle est devenue cette femme puissante qu'elle est aujourd'hui, notamment une marquise que tout le monde respecte et que tout le monde est vraiment face à elle bouche bée. Donc on l'imagine déjà très belle en plus cette femme, alors qu'elle se décrit pas du tout dans tout le livre, mais je pense que tout ce qui pourrait le lire l'imagine comme ça. Et bref, cette lettre, elle explique que bah, elle est née femme et que en fait, dès que son enfance, on lui laissait pas le choix, on lui laissait pas le choix de faire ses activités, on lui laissait pas le temps de réfléchir et elle devait se faire muette, discrète, tout ça. Et pendant tout ce temps-là, et ben elle écoutait. Elle écoutait tout le monde. Elle écoutait ce que les gens disaient. Elle écoutait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire. Et en fait, elle se modelait petit à petit. Un peu plus loin dans la lettre, elle raconte que elle s'entraînait à mimer des expressions, donc la douleur, la joie, la tristesse. Un passage qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle disait qu'elle se faisait du mal en se plantant une fourchette dans la paume et que tout en souriant pour pouvoir contrôler l'émotion de la douleur et sourire et manipuler bah, les hommes qui voudraient la soumettre en fait. Ensuite, il y a tout un passage où elle raconte donc on la marie forcément un peu de force avec un homme, donc le marquis de Merteuil. Et son mari, ils vont partir dans une maison de campagne où il y a beaucoup de livres et lui il va mourir. Et c'est là qu'elle va peaufiner tout son apprentissage en faisant toute lecture de tous les livres qu'il y a et qu'elle revient à Paris pleine de force et prête à soumettre justement les hommes. Ouais, la dynamique de ce personnage, elle est assez incroyable. Je trouve que la dynamique de tous les personnages est singulière et particulière. Il y a une espèce de, tu sais, destruction, construction, je trouve, entre chacun, c'est-à-dire qu'à la fois ils peuvent se détruire mutuellement et se détruire eux-mêmes, et à la fois
avec tout ce qu'ils font entre eux, ils construisent quelque chose d'assez fort au niveau de l'amour, hein. Je pense que ce livre, il parle aussi d'amour, de désir, de morale. Il y a des dynamiques relationnelles qui sont assez fortes et que je trouve on retrouve, en fait, toujours aujourd'hui, en 2022 dans notre société et c'est ça que je trouve le plus frappant. Bien sûr. Tu as raison en disant que, parce que moi je parle beaucoup de la marquise, parce que c'est vraiment, bon, on l'a déjà dit, c'est le personnage fort du bouquin, hein, mais tous les personnages euh, sont, euh, sont écrits d'une façon folle et puis avec plein de stéréotypes qu'on peut retrouver aujourd'hui. On a une vierge, on a une dévergondée, on a un mec qui comment dire, je connaîtrais pas l'expression, mais qui bombe le torse, quoi, qui fait le coq au milieu de Ouais, tout ça. Enfin, oui, je trouve qu'il a un gros rapport avec notre société d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. ouais. Et effectivement, tu as aussi raison parce que le personnage principal, c'est vraiment de Merteuil et puis je trouve intéressant parce qu'elle symbolise, elle, une espèce de surpuissance, tu vois? Comme tu dis, quand elle revient à Paris, elle domine tout et au final, le masque tombe Mm. et la personne, elle finit détruite et ça, c'est aussi intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on fait de cette force-là, tu vois? Qu'est-ce qu'elle a fait de cette force-là? Qu'est-ce qu'elle aurait pu en faire autrement? En étant moins dans la vengeance, moins dans des émotions qui sont plutôt négatives et qui finalement l'ont détruite, quoi. Oui, c'est ça, son pouvoir, c'est exactement ça, l'a mené à sa fin, à sa perte. Parce que, Margot, est-ce qu'on peut spoiler ou pas? 1783. Ouais, vas-y. En fait, à la fin, bon, c'est un petit peu aussi, entre parenthèses, tiré par les cheveux parce qu'elle finit carrément avec la peste qui la défigure. Donc, je pense que c'est un peu une morale en disant, si vous êtes vraiment méchante, vous finirez moche. Mais oui, la fin, elle est finie. Elle est finie, elle peut même plus revenir à Paris, elle devient la risée parce que si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, les lettres sont publiées et tout le monde se rend compte que le pari qu'elle avait fait sur la jeune fille, il y a un autre personnage féminin de qui elle s'est jouée avec son alter ego, je dirais, le vicomte de Valmont, c'est un peu son alter ego, c'est un de ses premiers amants avec qui elle a gardé une relation très tendre et et à la fois très conflictuelle quand même parce qu'ils se tournent autour l'un et l'autre. Je t'aime, moi non plus. C'est un petit peu ça, alors qu'au fond ils s'aiment mais ils sont tous les deux trop libérés pour être ensemble en fait. Ouais, c'est une relation qui mène jamais à une relation. En fait, on a plutôt l'impression qu'ils s'utilisent mutuellement, tu vois, pour, et ben, justement assouvir leur vengeance personnelle, quoi. Et le pari de base, il part de là. Il y a Valmont qui veut séduire, je crois c'est madame de la Tourvel, Oui, mais qui arrive pas à la séduire, elle lui résiste, lui il veut prouver qu'il peut la séduire, et il y a Madame de Merteuil qui elle est en relation avec l'homme qui va se marier avec la fille de sa meilleure amie, enfin bref, c'est un bordel pas possible, et eux ils se font un pacte ensemble pour se venger. En fait, leur relation elle est aussi basée là-dessus, tu vois. carrément. Et tu te dis, comment est-ce qu'on peut bâtir des bonnes relations qui soient saines et respectueuses en se basant sur des émotions comme ça? Et à la fois, ces émotions sont tellement fortes et tellement prenantes que leur relation, elle est fusionnelle. Elle doit être incroyable, leur relation, tu vois? Oui, oui, je suis totalement d'accord. Je pense même que, je sais pas si, je pense que c'est même, je sais pas si je peux dire passionnel, mais ça me fait penser quand même à une relation passionnelle. Je pense que c'est une relation toxique, la relation passionnelle quand même. Tu vois? Je Ouais. pense que des fois c'est très bien, mais la passion, ça peut emmener aussi à la haine et donc du coup à plein d'autres choses derrière et le négatif de ce roman. Je suis bien d'accord. Moi, je ressens plus que tout là-dedans la toxicité et justement, à cause de cette passion qui vient des émotions qui sont exacerbées. En fait, la passion, c'est quand c'est trop fort. On n'est pas dans la douceur de l'amour, dans le calme, dans la sérénité, tu vois? On est dans quelque chose qui te bouffe, en fait. La passion, elle te bouffe toi, elle va bouffer l'autre et elle bouffe le couple que tu formes et comme tu l'as très bien dit, dans la passion, il y a l'amour, mais derrière la pièce, il y a la haine. C'est vraiment Mm. on prend la pièce avec ses 2 faces et on sait qu'un jour ou l'autre, la pièce, elle peut basculer et qu'on est dans la haine
Et ça peut aller très loin, ça peut être très violent. C'est pour ça qu'on se sert souvent d'ailleurs des relations passionnelles pour faire des très bons romans. Exactement. Non, mais c'est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, en plus, il y a vraiment une notion de toxicité parce que entre eux, mais aussi avec les autres, parce qu'ils se jouent vraiment des autres tout le long du roman. Bon, comme tu l'as dit, la présidente de Tourvel, c'est celle que Valmont il veut avoir parce que pareil, elle est synonyme de pureté, etc., etc. Et il veut la dévergonder. Mais d'un autre côté, on a Merteuil qui veut que lui couche avec la jeune fille que son amant. J'espère que les gens seront pas perdus parce que c'est un peu compliqué. Mais qu'elle veut coucher avec, qu'elle veut que son amant, que Valmont couche avec la future femme de son premier amant. Et cette jeune fille, c'est une jeune fille. Elle a quoi? Elle a 16, 17 ans. Elle sort du couvent. Elle ne sait même pas ce que c'est bah, elle sait même pas ce que c'est qu'un pénis, tu vois. Et elle veut vraiment que Valmont la, la, la transcende. Et un petit parallèle, tu vois, parce que moi, ce livre, c'est Cruelle Intention, Sexe Intention, pardon, Cruelle Intention, c'est le nom québécois. Sexe Intention c'est un film, donc qui est sorti en 2000, je crois, et qui reprend exactement les liaisons dangereuses, mais à notre époque. Et on a vraiment cette scène avec Valmont qui est dans la chambre avec la jeune fille et qui est à la limite du viol, en fait, parce que il va lui dire oui, c'est le plaisir de la chair et si et là et elle au départ elle est pas trop d'accord parce que c'est le fruit défendu et puis en fait il va la pousser à le faire et elle va trouver ça tellement bon qu'elle va en redemander derrière. Mais cette scène, elle est et on elle est super bien enfin non, elle est retranscrite dans le film mais elle est bien faite dans le livre et c'est se jouer de tout le monde et de tout et la puissance des bourgeois de l'époque. C'est intéressant du coup que tu parles de ce film-là, donc je le noterai dans la bio pour ceux que ça intéresse. Et là, j'ai vu, Guillaume, il y a quelques jours, ou même peut-être quelques semaines, que sur Netflix, ils ont lancé un film qui reprend justement la trame de cette histoire, mais dans notre époque. Je sais pas du tout si c'est intéressant, je ne sais pas si c'est de bonne qualité, si c'est intéressant à regarder, et peut-être que toi, tu l'as vu, non? Non, je l'ai pas vu parce que bah pour moi ce film-là, ça sera celui-là parce que je fais partie des générations 90 avec la trilogie du samedi soir et Sarah Michelle Gellar et elle est dedans dans ce film et que du coup je suis mordu d'elle et que du coup je pense pas que j'aimerais un autre film basé là-dessus et à mon avis c'est très teenage. Tu vois, je pense que Ouais. c'est quand même assez teenage. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a pas plus inspiré que ça. Moi, je vous conseille vraiment je vous dis, je crois que c'est celui de 2000, celui avec Sarah Michelle Gellar en tout cas. Et il y a même, si je dis pas de bêtises, Ryan Gosling et Reese Witherspoon. Et c'est pas Ryan Gosling, c'est Ryan Philippe. Il y a même Selma Blair qui leur a valu le meilleur baiser lesbien au cinéma d'ailleurs, entre Sarah Michelle Gellar et Selma Blair. Voilà, celui-là, il est vraiment à voir. J'ai même vu Les Liaisons Dangereuses, et là, c'est avec Glenn Close, et par contre, c'est le film, il est d'époque, et j'ai moins aimé. J'ai préféré lire les lettres que voir le film d'époque. Voilà, le meilleur à voir, je pense que c'est celui de 2000, parce qu'il est assez actuel, et voilà. Très bien, bah, je te remercie. Je vois que tu es très très passionné quand il s'agit de la trilogie du samedi. Oui. Et je suis évidemment comme toi, je suis un enfant des années 90 et Buffy contre les vampires m'a accompagné longtemps. Donc effectivement pour le casting, ça a l'air assez chouette. Ouais, c'est un très beau casting. Voilà, je mettrai le nom et l'année dans la bio pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez aller chercher ce petit film pour votre prochain dimanche soir à chiller. Il y a quelque chose qui me faisait rigoler, c'est tout à l'heure quand on parlait du côté épistolaire et puis qu'on mettait ça un petit peu à notre époque, tu sais, je me disais, aujourd'hui ce serait typiquement un livre où à la place des lettres, on aurait les textos, les messages sur les réseaux Oui, sociaux, tu vois. c'est vrai que ça serait totalement ça. Puis le fait que ce soit épistolaire, il y a une espèce de proximité qui n'en est pas une. Et c'est comme les textos, je trouve que dans un texto, on peut être très très proche avec quelqu'un dans des échanges par SMS, par message, etc. Par contre,
tu as une distance physique qui est particulière. On retrouve ça donc dans les lettres et dans les messages. Voilà, même des fois quand on s'envoie des vocaux, etc. Tu as l'impression d'être avec les personnes, d'être dans une vraie conversation, une vraie discussion, mais tu n'as pas la personne en face de toi, tu pas sa présence, donc tu pas tout ce qui est alchimie, tout ce qui est énergie, tu vois? Ouais, c'est vrai que tu vois, j'avais jamais pensé comme ça et que tu viens de me faire. Du coup, ça me fait mettre ça entre les yeux et c'est vrai qu'il n'y a pas cette alchimie-là, mais malgré tout, dans le livre, on la sent, l'alchimie, Ouais. malgré que ça soit que des lettres. C'est vrai que c'est vrai que c'est fou. Ça, c'est fort quand même, hein. C'est aussi ce qui a dû faire le succès du livre parce que franchement, quand tu arrives, à travers un roman épistolaire, à faire ressentir ça, c'est talentueux, quoi, je trouve. Ouais, bah franchement, pour ce monsieur-là, ancien militaire, c'est vrai. Et avant de travailler un peu pour le podcast, je m'étais pas plus renseigné que ça sur lui. Et c'est après que j'ai découvert que c'était un militaire. Enfin, le mec, du coup, c'est ce qu'on a vu. Il a fait 4 romans, quoi. C'est ça. Et apparemment, en fait, il a écrit celui-là, je crois que c'est son premier. Et ce que j'ai lu un petit peu, c'est qu'il l'a écrit, il était encore militaire et en fait, il était dans une période un peu de creux, il s'ennuyait et il s'est dit: «Je vais écrire un livre». Donc en plus, le gars n'est pas, écrivain de formation, on va dire, même si à l'époque, de toute façon, Oui. c'était différent qu'aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que son travail, sa vie, en fait, toute sa vie qu'il construit autour du fait d'être militaire, de l'armée, et cetera, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire un roman. Ça aurait été un artiste, un peintre, un poète, j'en sais rien. Il y a plus de corrélation entre les 2. Mais là, Je me permets juste de te reprendre parce que et ça, justement, en me renseignant un peu, c'est là que j'ai découvert, c'est avant Les Liaisons Dangereuses, il avait écrit un opéra comique ah! Très bien, mais tu vois, je ne le savais point. qui s'appelait Ernestine et qui n'a pas du tout fonctionné. C'était un bide total. D'accord. Apparemment, franchement, à l'époque, ça a été vraiment un bide. Et après, Ernestine, il l'a écrit en 77 et en 82, donc 5 ans après, il a écrit Les Liaisons Dangereuses, qui là fut un succès phénoménal pour l'époque, en tout cas. Et en plus, c'est trop marrant qu'il ait commencé par un opéra. Enfin, Un bon, opéra. c'était encore une fois, voilà, pas la même époque, donc on devait écrire des opéras plus facilement, mais c'est vachement compliqué d'écrire un opéra. Non, mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas du tout compris le parcours du mec, tu vois. Et à côté de ça, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, je sais pas si tu voudras le mettre, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est c'est lui qui a inventé le boulet de canon creux. Donc ça fait que le boulet de canon partait plus loin que quand il était plein et qu'il faisait plus de dégâts. Et bah c'est lui qui a inventé le boulet de canon creux. Voilà, petite Mais c'est info. un génie. J'adore. Merci pour cette info et bien sûr qu'elle sera diffusée dans le podcast. Je trouve ça génial. Ouais, c'est fou. Le parcours du mec est fou. Et effectivement, c'est dingue d'avoir des vies comme ça, des destins comme ça. Genre, je suis militaire, j'essaye un opéra, ça marche pas. 5 ans après, je persévère. Tu vois, le mec, il continue. Il écrit un livre. Enfin, c'est quand même fou. C'est vrai que c'est fou et bon bah écoute, je me permets de transitionner entre parenthèses sur un autre livre en 2 secondes. C'est que un parcours comme ça me fait beaucoup penser à Belle Amie de Maupassant Ouais. avec Georges Duroy qui revient justement de la guerre et je sais plus s'il est infirme ou si la guerre est finie, je me rappelle plus, mais qui arrive en ville et qui il sait plus quoi faire de sa vie, le mec quoi, il est complètement perdu. Et qui retrouve un collègue à lui qui lui dit bah en fait moi je suis journaliste et je suis payé à la pige, c'est grave bien payé, je vais te présenter au monde. Et le Georges Duroy il devient journaliste comme ça et puis avec un succès fou auprès de la gente féminine, hein, d'où Belle Amie. Mais oui, le parcours me fait penser un peu à ça comme ça. C'est vrai. Merci de cette référence aussi. C'est chouette, ce podcast, il est très riche, très intéressant. Est-ce que tu veux qu'on aborde un autre sujet ou est-ce que je nous amène doucement vers la sortie? Bah que peut-être après que c'est grâce c'est enfin peut-être pas grâce que à ce roman-là, mais que un mouvement féministe et la cause des femmes en 100 ans après ce bouquin, elle a quand même évolué de fou. Alors est-ce que c'est
lié ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on regarde la condition de la femme dans les années bien avant et que plus on se rapproche de vers nous, forcément, aujourd'hui le droit de vote et compagnie, voilà, le mouvement féminisme derrière ce bouquin est très fou et la cause féministe est très importante pour moi. D'ailleurs, ce qui se passe aux États-Unis, bon là c'est un petit peu moins d'actualité, mais ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement et tout ça, ça m'a donné une envie de gerber monstre. Je je comprends pas qu'on soit autant en arrière aujourd'hui, alors qu'on avait fait tant de progrès. Ouais. Cette annonce, au sujet de l'avortement, je pense que ça a, ébranlé beaucoup de personnes, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir, tu vois? Et puis, ça nous a encore une fois montré, tu sais quoi Guillaume? Qu'aucun droit n'est acquis et moi je trouve que c'est ça qui est le plus effrayant. C'est qu'on est en 2022 aujourd'hui et aucun de nos droits n'est acquis. On peut nous les enlever, que ce soit aux hommes ou aux femmes. C'est totalement vrai. Et encore une fois, Margot, tu me fais voir les choses avec un autre œil, parce que c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça comme ça. Mais c'est vrai, on nous donne des droits qui sont fondamentaux et qui me paraissent totalement logiques. Enfin, le droit à l'avortement, une nana, elle est libre de son corps si elle veut plus de l'enfant. Et c'est même pas un enfant au stade de l'avortement normalement. Ça devrait être Mmh. son droit et c'est normal, c'est son corps, c'est son temple et qu'on puisse se dire bah non, tu n'avorteras pas. Surtout que bon, je ne suis pas féministe extrémiste, hein, mais c'est souvent les hommes qui viennent se positionner sur des questions comme ça et juger le droit d'une femme. Non, t'as jamais été enceinte, tu seras jamais enceinte, tu sauras jamais ce que c'est, tu pourras jamais te faire violer et avoir le bébé de ton violeur en toi. Jamais tu sauras ce que ça fait. C'est dingue. Moi, je pense que c'est justement parce que ce sont des hommes qui font ces lois-là, qui régissent ces lois-là, que le féminisme existe, en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, tu sais, Mmh. moi je pense que le féminisme, c'est pas les femmes supérieures aux hommes. Non, C'est totalement l'égalité homme-femme, mais totalement. oui, Dans son entièreté. Pour moi, c'est ça le féminisme. C'est pas aller revendiquer, sinon c'est être misandre. absolument, Voilà. c'est ça. Ouais, je suis bien d'accord, merci pour ce partage. Tu sais que j'ai les frissons, j'ai la chair de poule actuellement, il doit faire 40 degrés dans mon appart, j'ai très chaud. Et ben, tu m'as mis les frissons. C'est un très bel échange, je pensais pas du tout qu'on parlerait de tout ça et en tout cas pas autant poussé et je trouve que c'est chouette et ça fait plaisir d'entendre, bah, ton discours, en fait et je pense et j'espère qu'il parlera aussi à beaucoup d'autres personnes, surtout que la majorité des auditeurs de la buvette, eh bien, sont des femmes. Voilà. Donc merci Guillaume pour, pour tes Mais mots. je vous en prie. Ah bon, après, c'est pas anodin, hein. J'ai été élevé par une femme forte. Ma grand-mère, c'est une femme très forte. J'ai que des tantes qui sont des femmes très fortes. Et bon, c'est pas elle, je dirais pas que c'est elle qui porte la culotte dans leur couple, mais presque quand même, tu vois. Donc, du coup, peut-être que c'est sûrement lié à mon éducation, ce côté un peu. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que je suis militant parce que j'ai rarement fait de manifestations, j'ai rarement fait de choses comme ça. Mais ouais, la cause des femmes me parle vraiment énormément et j'espère que ça avancera encore beaucoup et dans d'autres pays. Oui et puis on peut être, militant et militant, c'est-à-dire que le simple fait de choisir de voter ou non pour certaines lois et certaines personnes, c'est déjà une façon de militer. Mm. Voilà, enfin ça c'est un autre débat, mais pour moi il est pas nécessaire d'aller, faire des manifestations dans la rue pour être quelqu'un qui défend cette cause-là et qui est militant. Après ça, c'est un choix qui s'ouvre à tout le monde. Il y en a qui ont besoin de faire ça, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire ça, ou en tout cas qui s'engagent d'autres manières derrière. Oui, voilà, moi je pense que je m'engage d'autres manières, c'est-à-dire que je laisserai jamais
qui que ce soit, et pourtant je suis loin d'être bagarreur, loin d'être un courageux, mais par contre je pense qu'il y a des sujets qui peuvent me rendre fou à table, par exemple, parce que c'est souvent à table qu'on a des conversations comme ça, et la condition de la femme, ouais, ça peut me rendre, je pense que ça peut me rendre mauvais, alors que je ne le suis pas du tout. Je confirme, je te connais depuis quelques temps maintenant et t'es vraiment pas quelqu'un de mauvais. Et c'est un plaisir de te connaître, d'être avec toi sur le podcast et puis d'entendre un petit peu ce discours et de le partager. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Est-ce que, Guillaume, je peux me permettre de te demander de nous résumer en 3 mots ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie. Ah, tu t'y attendais pas à cette question. Non, tu me l'avais pas dit avant, je l'ai pas préparé. Je voulais que ce soit spontané. En 3 mots, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu bateau pour tout le monde, mais vraiment moi c'est un peu carpe diem quoi. Je pars du principe que le positif attire le positif. Le positif attire le positif. Ça fait 3 mots, il y a les le, mais bon, tu me les offres. Je te les offre et c'est super. Le positif attire le positif. Je pense vraiment que voilà, si on est positif au maximum, alors forcément, je vous dis ça et puis des fois il m'arrive des soucis aussi, hein, comme tout le monde, hein. Mais d'essayer de toujours voir les choses avec le bon côté et être le plus possible optimiste plutôt que pessimiste. Ça me fait très plaisir que tu parles de ça puisque ce matin, j'ai travaillé sur un épisode de podcast qui sera pour septembre sur la pensée positive. Qu'est-ce que c'est et en fait, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut vivre toute une vie axée autour de l'enthousiasme et des pensées positives? Donc, c'est une transition parfaite. On dirait presque qu'on a écrit notre podcast ensemble avant de le faire. Je vous assure, chers auditeurs, que c'est pas le cas. On est juste très connectés. Exactement, parce que non, on ne s'est pas concerté avant. Et en plus, elle avait triché, elle m'avait pas envoyé toutes les questions. Donc, Toujours une part d'imprévu. j'ai dit à toute ma famille, notamment, enfin toute ma famille, ma grand-mère et ma mère, que j'étais en train de devenir une star qui me faisait interviewer dans les podcasts. Bah, évidemment. Donc, je veux leur faire écouter ça. Eh bien d'ailleurs, pendant qu'on en est là, si tu as envie, Guillaume, tu peux profiter de l'antenne et de la portée d'onde incroyable de la buvette pour faire passer un message à qui tu veux, faire une dédicace à qui tu veux. Profites-en, le micro est à toi. Eh ben, j'embrasse très 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 fort. Il y en a beaucoup que j'aimerais embrasser très fort, mais celle que je vais choisir, c'est ma grand-mère, qui pour rien vous cacher, habite au centre de mon village où je vis, et que je vais voir presque tous les 2 jours, et que je passe beaucoup de temps avec elle, et que j'aime énormément, qui m'a appris beaucoup de choses. Très bien, eh bien, on l'embrasse avec toi alors. Voilà, c'était Guillaume avec nous aujourd'hui, qui nous a parlé des liaisons dangereuses. C'était un épisode riche, rigolo, et puis j'espère que ça vous aura plu surtout. Si cet épisode vous plaît, évidemment, vous pouvez le partager à tous vos amis, à votre famille, à tous ceux qui aiment lire, et à tous ceux peut-être qui s'intéressent aux causes féministes. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.